Les papiers du divorce venaient d'être posés sur la table. Avant même que la douleur de la trahison n'ait le temps de m'atteindre, mon ex-mari sortit froidement son smartphone. Il était intimement convaincu que mon père était ruiné. Il l'appela, articulant chaque mot avec dureté. « Monsieur de la Cour, venez récupérer votre fille ingérable. Si elle est encore ici dans 1 heure, ne me reprochez pas ce qui arrivera. » Je n'ai pas pleuré à cet instant-là. Je suis restée silencieuse, les yeux fixés sur l'horloge, sachant que ce n'était pas moi qui allais être chassé de cette maison, mais toute sa famille arrogante. Et je savais que l'œuvre que mon père avait patiemment préparée depuis si longtemps arrivait à son dénouement final. Il y a 5 ans, moi, Chloé de la Cour, j'avais célébré un mariage somptueux, envié de tous, avec Lucas Bernard. J'étais la fille unique de Jean-Pierre de la Cour, PDG du célèbre groupe de promotion immobilière Groupe de la Cour Immobilier. Lui n'était alors que directeur commercial dans une entreprise de construction de niveau intermédiaire. Malgré l'écart immense entre nos milieux familiaux, je l'aimais d'un amour sincère et sans calcul. Le jour de notre mariage, le plus beau cadeau que mes parents nous offrirent fut ce magnifique penthouse de plusieurs millions d'euros, situé dans un quartier prestigieux du 16e arrondissement de Paris. « Ceci est votre fondation », nous dit mon père. « Un foyer sur lequel bâtir votre vie. » L'acte de propriété fut établi à nos 2 noms, preuve concrète du bonheur que nous étions censés partager. Pendant les années qui suivirent, ma vie fut un rêve. Lucas était le mari idéal. Je l'adorais, et il ne cessait de me surprendre par des attentions romantiques. Il était ambitieux et gravissait rapidement les échelons professionnels. Ma belle-mère, Nathalie Bernard, se montra d'abord méfiante, persuadée que la fille d'un grand patron ne saurait rien gérer dans une maison. Mais voyant l'aide constante que ma famille apportait à son fils, elle commença à me traiter avec chaleur. Je me croyais la femme la plus heureuse du monde. J'étais satisfaite de ma vie au foyer, soutien discret permettant à mon mari de se consacrer pleinement à sa carrière. Je pensais que ce bonheur durerait toujours. Mais la tempête approchait, une tempête immense qui allait faire tomber tous les faux-semblants. Il y a quelques mois, un soir de week-end, alors que la famille partageait un dîner joyeux, je reçus un appel de mon père. Je répondis avec entrain. « Salut papa, on est en train de dîner. » Mais ce que j'entendis n'était pas sa voix chaleureuse et énergique habituelle. Elle était fatiguée, chargée de détresse. « Chloé, écoute-moi attentivement. Reste calme. » Mon cœur se serra. « Papa, qu'est-ce qu'il se passe ?» J'entendis un profond soupir. L'entreprise. Elle est en redressement judiciaire. En difficulté financière. Mes oreilles bourdonnaient. Je n'arrivais pas à y croire. Comment le groupe de la Cour Immobilier, pilier du secteur, pouvait-il s'effondrer? Papa, tu plaisantes, n'est-ce pas, balbutiai-je. Ce n'est pas une plaisanterie, ma chérie, dit-il, la voix au bord des larmes. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai tout investi dans un projet fantôme et j'ai tout perdu. Les banques me pressent. Je vais devoir céder la maison, les biens, tout, pour rembourser. Je suis désolé, ma chérie. Je ne peux plus rien faire pour toi. Le téléphone glissa de ma main. Tout autour de moi sembla vaciller. Lucas et ma belle-mère me regardaient, déconcertés. « Chloé, qu'est-ce qu'il y a ?» « Qu'a dit ton père ?» demanda Lucas avec inquiétude. Je n'arrivais pas à répondre. Ma gorge était nouée. Je secouais simplement la tête tandis que les larmes coulaient. Lucas ramassa rapidement le téléphone. L'appel était toujours en cours. Il porta l'appareil à son oreille, et je vis son visage passer de l'inquiétude à la stupeur, puis à l'effroi. Dans un silence pesant, il écouta tout le récit de mon père. Quand l'appel se termina, il posa lentement le téléphone sur la table. Il ne vint pas me réconforter. Il resta assis, raide, comme figé. Son regard posé sur moi était étranger, dépourvu d'amour, chargé d'une froide distance et d'un calcul implacable. Nathalie demanda nerveusement, « Lucas, qu'y a-t-il ? Ton beau-père va bien ?» Lucas regarda sa mère, puis moi, avant de répondre d'une voix sèche, sans émotion, « La famille de Chloé est ruinée. » Ma belle-mère sembla choquée un instant, puis se reprit rapidement. « Eh bien, il faut être fort et soutenir ton père. » Ces mots m'apportèrent un mince réconfort. Le dîner se termina dans le silence. Je pleurais toute la nuit, inquiète pour mes parents et angoissée pour notre avenir. Mais au milieu de la douleur,
je m'accrochais à une certitude, Lucas, mon mari, resterait à mes côtés. Nous surmonterions cela ensemble. Je me trompais. Je ne savais pas encore que la nouvelle de la prétendue faillite de ma famille n'était pas seulement une tragédie pour mon mari et ma belle-mère. C'était une épreuve. Une épreuve destinée à révéler leur vraie nature. Et c'était aussi le début d'un complot habile visant à m'enlever la dernière chose qui me restait, ce Penthouse. Le lendemain matin, lorsque je me réveillai les yeux gonflés, la première réalité brutale me frappa. Le changement se propageait, net et visible. La première à montrer son nouveau visage fut Nathalie. Sa gentillesse avait disparu, remplacée par une moue constante et un regard de dédain. Au petit déjeuner, trop bouleversé pour manger, je ne pris que quelques bouchées de pain grillé. Elle lança d'un ton sarcastique, eh bien. On dirait que mademoiselle Delacour fait la difficile avec la nourriture. La maison ne te convient plus? Évidemment, tu étais habitué au repas de luxe. Maintenant que tes parents n'ont plus rien et que tu n'as plus personne sur qui t'appuyer, la vie doit avoir perdu son goût. Je restais figé. Chaque mot me blessait profondément. Maman, qu'est-ce que tu dis? Murmura Lucas. Je dis seulement la vérité, répliqua-t-elle vivement. Avant, tu ne parlais que de ton beau-père. Maintenant qu'il est ruiné, voyons si tu peux encore te vanter. Puis, se tournant vers moi, écoute bien. Ce n'est pas un endroit où l'on vit au crochet des autres. Ton mari travaille dur pour cette famille, et maintenant il doit aussi porter le poids de la tienne. À partir d'aujourd'hui, comporte-toi comme quelqu'un à sa place. Arrête de gaspiller l'argent en vêtements de marque. Habitue-toi à être la belle-fille d'une famille ordinaire. J'étais abasourdi. La veille encore, elle louait mon sens du style. Désormais, j'étais un fardeau. Incapable de supporter l'atmosphère tendue, Lucas se leva brusquement. Je pars travailler. Il ne dit pas un mot pour me défendre. Pas un mot pour me réconforter. Il choisit simplement de partir, me laissant seul face à la dureté de sa mère. À partir de ce jour, ma vie dans cette maison devint un enfer quotidien. Je n'étais plus Chloé, ni ma chérie. J'étais traité comme une domestique. Nathalie commença à me donner des ordres sans cesse. Chloé, nettoie le salon, c'est insupportable à regarder. Chloé, mon linge est dans la machine depuis ce matin, pourquoi n'est-il pas étendu? Pourquoi cette soupe est-elle trop salée? Toutes les tâches autrefois assurées par l'employé de maison reposaient désormais sur moi. Ce soir-là, j'essayai de parler à Lucas. Je l'attendis dans le salon. Lucas, il faut qu'on parle. Il cherchait visiblement à m'éviter. Je suis épuisé. On peut en parler demain. Non, maintenant, insistai-je. Tu vois comment ta mère me traite. Ça ne te fait rien? Il soupira. Tu connais son caractère. Elle s'inquiète pour moi. Et avec ce qui est arrivé à ta famille, c'est normal qu'elle soit tendue. Sois patiente. Tu es sa belle-fille. C'est si difficile de la ménager un peu? La patience? Je n'en revenais pas, tu veux que je supporte ces humiliations? Je suis ta femme, pas la servante de cette maison. Ça suffit. Cria-t-il, visiblement à bout. Ne complique pas les choses. J'ai déjà assez de problèmes. Tu veux que je me dispute avec ma propre mère? Si tu ne penses pas à moi, pense au moins à notre foyer. Il partit encore, me laissant seul, étouffant de colère et de tristesse. Je compris alors qu'il ne me choisirait jamais. Entre sa mère et moi, il s'était choisi lui-même. Les jours passèrent dans l'humiliation et la solitude. L'inquiétude pour mes parents et la froideur de mes beaux-parents m'usaient. Je maigrissais, mon visage était constamment sombre. J'ai pensé au divorce, mais je n'y parvenais pas. Je l'aimais encore, et je m'accrochais à l'espoir que tout cela n'était que passager. Je ne savais pas que, pendant que je m'accrochais à cette illusion, mon mari et sa mère préparaient un plan bien plus cruel, m'enlever ce qui me restait de plus précieux. Environ une semaine après la catastrophe familiale, un soir après un dîner tendu, Lucas me fit appeler dans son bureau. Son attitude était étrange. Au lieu de son mépris habituel, il se montrait étonnamment doux. « Chloé, viens t'asseoir ici », dit-il en tapotant la chaise à côté de lui. Un peu surprise, je m'assis prudemment. Il me versa un verre d'eau et prit ma main. « Je sais que ces derniers temps ont été difficiles. Je suis désolé. J'ai été stupide de ne pas te soutenir.
Mais ne t'inquiète pas. J'ai beaucoup réfléchi. Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais, ni toi ni ta famille. Ces paroles firent renaître en moi une lueur d'espoir. Peut-être avait-il vraiment compris. Regarde, poursuivit-il d'une voix sincère, j'ai rencontré des partenaires et des amis pour essayer d'aider ton père. Mais la dette est trop importante. Leur aide ne suffira pas. J'ai cependant trouvé une solution. Elle est un peu risquée, mais c'est la seule pour qu'il puisse se relever. Quelle solution, demandai-je, pleine d'espoir. Il me regarda avec affection. Notre maison, se Pentouze. Il est à nos deux noms. Je m'étais renseigné en détail. Avec la valeur de ce bien, nous pouvions contracter auprès de la banque un prêt immobilier très important. Plusieurs millions d'euros. Avec cet argent, mon père pourrait repartir de zéro, reconstruire son entreprise. Je me figeai. Mettre cette maison en garantie. C'était notre bien le plus précieux, notre foyer. Comme s'il avait deviné mon hésitation, Lucas serra ma main un peu plus fort. Je sais ce qui t'inquiète, dit-il doucement. Je sais que cette maison est un cadeau de mariage de ton père. Mais regarde la situation. Ton père est au bord du gouffre. Comment pourrions-nous, en tant que ses enfants, rester les bras croisés? L'argent, ça se perd et ça se regagne. La famille, elle, n'a pas de prix. Ces paroles semblaient nobles, irréprochables. Il avait touché exactement mon point faible, mon amour et mon sens du devoir envers mes parents. Ne t'inquiète pas, poursuivit-il d'un ton rassurant. J'ai tout calculé. Nous ne ferons qu'un emprunt partiel, juste ce qu'il faut pour donner à ton père le capital nécessaire. Avec ses compétences et son expérience, il pourra rembourser le capital et les intérêts en 1 ou 2 ans. Notre maison sera en sécurité. Je fais ça pour t'aider, pour alléger ton fardeau. Il me regardait avec une sincérité parfaite, celle d'un mari prêt à tout sacrifier pour la famille de sa femme. Inquiète à l'extrême pour mon père, je fus totalement convaincu. Je le crus. Je pensais qu'il avait enfin repris ses esprits et redevenait l'homme que j'aimais. Alors, qu'est-ce que je dois faire, demandai-je. J'ai déjà préparé tous les documents, répondit Lucas avec un sourire presque joyeux. Comme tu es copropriétaire, la banque a besoin de nos 2 signatures. Il faudra aussi que tu signes une procuration pour que je puisse gérer les démarches bancaires. Demain, tu n'auras qu'à signer ici. Il sortit de sa sacoche une épaisse pile de documents et les posa sur le bureau. Avec cette masse de papier entre les mains, mon esprit était en plein tumulte. D'un côté, j'étais profondément émue et reconnaissante. Au moment où ma famille était au bord de l'effondrement, où je me sentais la plus seule, il n'était pas un simple spectateur, il était mon mari, le pilier prêt à affronter la tempête avec moi. Son geste semblait effacer toute l'amertume et l'humiliation que j'avais subie de sa part et de celle de sa mère au cours du dernier mois. Peut-être l'avais-je mal jugé, pensais-je. Peut-être était-il lui aussi sous pression, mais au fond, il restait l'homme qui m'aimait, un mari responsable. Sa froideur récente devait venir du choc et de l'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas encore signé? La voix de Lucas me tira de mes pensées. Une pointe d'impatience passa dans son regard, vite masquée par un sourire chaleureux. Tu t'inquiètes de quelque chose? Fais-moi confiance. Je ne te ferai jamais de mal. Oh non. Ce n'est pas ça, répondis-je, honteuse d'avoir douté. Il y a juste beaucoup de papier. Je ne comprends pas bien toutes ces procédures. Je feuilletai les pages. Elles étaient remplies de termes juridiques complexes et de chiffres, demandes de prêt, plans de remboursement, contrats hypothécaires, procuration. Tout semblait cohérent, exactement comme il l'avait expliqué. J'essayais de lire plus attentivement, mais mon esprit était trop envahi par l'inquiétude pour mes parents et la gratitude envers mon mari. Je n'arrivais pas à me concentrer. Tu n'as pas besoin de tout lire en détail, dit Lucas d'un ton pressant. Ce sont des formulaires bancaires standards, on ne peut rien y changer. Tu dois juste signer là où j'ai marqué. Je dois les déposer demain matin. L'expert vient cet après-midi. Il faut aller vite pour que ton père ait l'argent. Il ramena encore mon père dans la conversation. À mes yeux, son empressement devenait une preuve de sa volonté d'aider ma famille. À cette pensée, le dernier doute s'évanouit. Je me sentis égoïste et mesquine d'avoir remis en question sa sincérité. D'accord. Pardon, dis-je avec sincérité. Je pris le stylo.
Il avait soigneusement marqué les emplacements des signatures avec des post-it jaunes. Je ne lus plus le contenu. Je tournais simplement les pages marquées et signais mon nom. Ma signature était nette, décidée. Je signais en plaçant toute ma confiance et tout mon espoir en cet homme. Je ne savais pas qu'au milieu de ces documents anodins se cachait une feuille fatale, attendant ma signature. Je ne la vis pas. Je signais, scellant ainsi mon destin, passant du statut de propriétaire de cette maison à celui d'exclus sans rien. À peine avais-je terminé que Lucas rassembla précipitamment les documents et vérifia les signatures une dernière fois. Son visage rayonnait de joie. Sur le moment, je crus naïvement qu'il était heureux de pouvoir aider ma famille. « C'est fait », dit-il en me serrant fortement dans ses bras. « Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je te promets que tes parents n'auront plus à souffrir. » Je le serrai à mon tour, les larmes aux yeux. À cet instant, je crus avoir retrouvé mon ancien mari. Je crus que même si tout s'effondrait autour de nous, j'avais en lui le pilier le plus solide. J'ignorais que je vivais dans un bonheur factice. Je pensais que la tempête était passée, que son amour avait vaincu tous les calculs matériels. Je ne savais pas que ce n'était que la dernière douceur avant l'effondrement. La tempête éclata un après-midi de week-end. Ce soir-là, je préparais un dîner soigné avec tous les plats préférés de Lucas, voulant le remercier pour ce qu'il avait fait pour ma famille. Quand il rentra du travail, je courus joyeusement l'accueillir. Mais il ne m'offrit pas son sourire habituel. Son visage était froid, son regard dur et méprisant. « Lucas, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Il ne répondit pas. Il passa devant moi et alla directement au salon. Sa mère, Nathalie, était déjà assise, l'attendant, impassible. « Assieds-toi » dit Lucas d'une voix sèche. « On doit parler. » Un mauvais pressentiment me saisit. Mon cœur se mit à battre très fort. Je m'assis prudemment en face d'eux. Lucas ne tourna pas autour du sujet. Il sortit un dossier de sa sacoche et le jeta sur la table basse. Signe. Les mains tremblantes, je pris les papiers. Dès que je vis les deux mots en gras, mon monde s'écroula. Demande de divorce. Je restai figé. Divorce? Pourquoi, Lucas? Tu plaisantes, n'est-ce pas, balbutiai-je. Pourquoi si soudainement? Que ai-je fait? Lucas éclata d'un rire qui, rétrospectivement, me glaça. Tu n'as rien fait de mal. Je ne t'aime plus. Nos vies sont trop différentes. Je ne peux pas continuer avec une femme qui traîne le poids d'une famille comme la tienne. Le poids d'une famille. Une semaine plus tôt, il promettait de le porter avec moi. Les larmes montèrent. Non. Il doit y avoir un malentendu. Lucas, regarde-moi. C'est moi, Chloé. Il ne me regarda pas, signe. Ne me fais pas perdre mon temps. C'est alors que Nathalie parla, sa voix chargée de mépris. Tu ne comprends toujours pas? Regarde-toi. Tes parents n'ont plus rien. Tu n'es plus une héritière. Tu crois vraiment que mon fils est assez idiot pour continuer à porter un fardeau comme toi? Il est resté avec toi toutes ces années uniquement à cause de ta famille. Maintenant que tout est fini, votre relation l'est aussi. Chaque mot me blessait profondément. Tout s'éclairait enfin. Son amour n'était qu'un calcul. Il m'avait gardé pour mon statut. Et maintenant que ce statut avait disparu, il me jetait. Misérable, criai-je. Comment oses-tu, hurla-t-elle en retour. Tu devrais être reconnaissante qu'il t'ait supporté 5 ans. Signe et disparaît. Je regardais Lucas, suppliante. Lucas, ne fais pas ça. On peut surmonter tout ensemble, sauf le divorce. Je t'en prie. Il répondit froidement, c'est trop tard, Chloé. Mes sentiments sont morts le jour où j'ai appris que ta famille était ruinée. Signe, ou on ira devant le tribunal. Ces paroles brisèrent mon dernier espoir. Je m'effondrai au sol, serrant les papiers, pleurant sans retenue. J'avais été trompé de la manière la plus cruelle. Ils avaient joué une comédie à deux pour m'utiliser, m'exploiter, puis m'abandonner. Quand mes larmes se tarirent, une colère glaciale monta en moi. J'essuyai mon visage, me relevai et signai la demande de divorce sans hésiter. Très bien. Divorçons. Ils semblèrent surpris. Cette maison est un cadeau de mon père. Même divorcé, je ne partirai pas, ils éclatèrent de rire. Ta maison, ricana Lucas.
Tu es vraiment naïve. Regarde. Il jeta un autre dossier devant moi. Je le pris. C'était un acte de cession de droit. Ma signature y figurait clairement. Je compris alors le piège dans lequel j'étais tombé. « Tu m'as trompé » criai-je. Il me repoussa brusquement et je tombai. « Trompé ? Tu n'as que toi à blâmer. Tu as signé toi-même. Cette maison est à moi. » Je restai à terre, brisé. J'avais tout perdu. Les jours avant l'audience furent un enfer. Je vivais chez moi, traité comme une intruse. Il parlait ouvertement de me faire partir, de redécorer. Je contactai plusieurs cabinets d'avocats. Tous me dirent la même chose, sans preuve, il était presque impossible de contester. Je me sentais stupide, naïve. Mais la honte se transforma en colère. Ce n'était pas ma faute. Je décidai quand même d'aller au tribunal. Seul. Sans rien dire à mes parents. Le jour venu, je les vis, sur deux, accompagnés de leur avocat. Ils étaient convaincus de leur victoire. L'audience fut rapide. L'avocat de Lucas parla avec éloquence, invoqua des différences irréconciliables, puis présenta l'acte de cession. Votre honneur. Je me levai, criant que c'était un mensonge, que j'avais été trompé. Le juge me demanda calmement, la signature est-elle la vôtre? Je ne pus le nier. Avez-vous une preuve de contrainte ou de fraude? Je n'en avais pas. Je restais là, impuissante, répétant que c'était injuste, tandis qu'il me regardait sans compassion. Je ne pouvais que rester là, en pleurs, répétant désespérément, ils m'ont trompé. C'est injuste. S'il vous plaît, croyez-moi. Mais mes larmes ne pesaient rien face au noir et blanc du papier. Lucas et sa mère étaient assis, observant ma souffrance. Il n'y avait aucune compassion dans leurs yeux, seulement la satisfaction de ceux qui se croient vainqueurs. Finalement, l'audience prit fin. Le juge frappa de son marteau. Ce claquement sec résonna comme le dernier coup porté à mon mariage et à ma confiance. Après avoir examiné les éléments présentés, il lut le jugement d'une voix neutre. Le tribunal reconnaît l'acte de cession signé entre mademoiselle Chloé Delacour et monsieur Lucas Bernard comme un contrat pleinement légal et dûment authentifié. Mademoiselle Delacour n'a présenté aucune preuve de fraude ou de contrainte. Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de divorce de monsieur Lucas Bernard. Concernant les biens, le Pentouse à l'adresse mentionnée est confirmé comme la propriété exclusive de monsieur Lucas Bernard. Je retombai sur ma chaise. Mes oreilles bourdonnaient, et tout devint sombre. J'avais perdu. J'avais perdu de façon écrasante. J'avais perdu à cause de ma naïveté et de ma confiance aveugle. J'avais perdu. La justice n'était pas de mon côté. Et pourtant, je n'arrivais pas à l'accepter. Je ne pouvais pas accepter cette réalité. Je ne suis pas allé chez mes parents. Je ne voulais pas qu'ils me voient dans cet état. Je n'avais nulle part où aller. Sans but, je pris un taxi et retournai à ce Pentouse. Ce qui avait été mon foyer était devenu le lieu même de ma défaite. Quand j'arrivai, Lucas et sa mère revenaient aussi. Mais au milieu de la douleur et du désespoir, une colère, une volonté de résistance, commencèrent à grandir en moi. Non, je ne pouvais pas abandonner ainsi. Cette maison était ma maison. Je n'allais nulle part. Je ne les laisserais pas tout me prendre si facilement. Je resterais et je tiendrais jusqu'au bout. Même si j'étais seul, même si je devais aller très loin pour tenir bon, je sortis du tribunal d'un pas incertain, l'esprit vide. Le ciel était gris, et une pluie fine et glaciale tombait, comme si elle reflétait mon âme. J'avais perdu. La justice n'était pas avec moi, mais je n'arrivais pas à l'accepter. Je ne suis pas allé chez mes parents. Je ne voulais pas qu'ils me voient brisé. Je n'avais nulle part où aller. Sans réfléchir, je hélai un taxi et revins à ce Pentouse, autrefois mon foyer, désormais le théâtre de ma défaite. Quand j'arrivai, Lucas et sa mère rentraient aussi. En me voyant, Nathalie retroussa la lèvre avec mépris. « Pourquoi tu reviens ramper ici? Le juge a déjà tranché. Ce n'est plus ta maison. Tu n'as pas entendu? Va-t'en. Ta présence me dégoûte. » Je passai sans un mot et montai directement dans ma chambre. Je n'allais nulle part. Cette maison était un cadeau de mes parents. Peut-être qu'elle n'était plus à moi sur le papier, mais moralement, j'en restais la propriétaire. Comme je refusais de partir, Lucas monta et se plaça devant ma porte. «
Qu'est-ce que tu fais? Tu comptes t'installer ici pour de bon? Oui, répondis-je en relevant la tête et en le regardant droit dans les yeux. Pour la première fois, mon regard était défiant. Cette maison appartient à mes parents. C'est le fruit de leurs efforts et de leur vie de travail. Je ne bouge pas. Même s'il le faut, je resterai ici. Je ne vous laisserai pas obtenir ça si facilement. Comment ça, vous, hurla Nathalie en arrivant derrière lui et en me pointant du doigt. Qui traites-tu d'escroc? Si ça te correspond, assume-le, répliquai-je, la voix glaciale. Mon entêtement les rendait furieux, mais comme ils sortaient du tribunal, ils n'osèrent rien faire de trop. Très bien, ricana Lucas. Si tu veux rester, reste. Mais ne t'attends pas à vivre confortablement. On va voir combien de temps tu tiens. C'était le 3e jour que je m'étais retranché dans ma chambre. Sa patience avait probablement atteint sa limite, car Lucas ne semblait plus vouloir jouer. Il frappa à la porte. « Chloé, sors tout de suite. » Je ne répondis pas, « Tu ne sors pas? Tu veux que j'ouvre la porte moi-même » Je savais qu'avec son tempérament, il en était capable. Je pris une profonde inspiration et j'ouvris. Il se tenait là, les bras croisés, me dominant du regard, arrogant. « Tu n'es toujours pas parti? Tu vas vraiment rester ici sans aucune gêne? Écoute-moi bien, Chloé. Ta famille ruinée ne fait pas le poids face à nous. Pars discrètement. Ne me force pas à agir. » Je le fixai en silence. Mon silence sembla l'irriter davantage. Très bien. Tu l'auras voulu. Il sortit son smartphone et composa un numéro que je n'oublierai jamais, celui de mon père. Allô, je parle bien à mon beau-père? Dit-il au téléphone, d'un ton plein de mépris. Il mit volontairement le haut-parleur pour que sa mère, debout à côté, et moi entendions. C'est Lucas. J'ai une bonne nouvelle, votre chère fille n'est plus ma femme. À partir d'aujourd'hui, nous sommes divorcés. Un silence répondit. J'imaginais le choc et la douleur de mon père. Mon cœur se serra, mais Lucas continua, ricanant. Oh, et je n'appelle pas seulement pour vous annoncer ça. Désolé de vous déranger, mais pourriez-vous venir récupérer votre fille ingérable? Elle s'est installée chez moi et n'a aucune intention de partir. Elle dit qu'elle préfère rester ici. Belle éducation, vraiment. Vous lui avez même appris à rester chez quelqu'un sans y être la bienvenue. J'entendis un bruit sec à l'autre bout, comme si quelque chose s'était cassé. C'était probablement la tasse que mon père tenait si souvent. Qu'est-ce que tu viens de dire? La voix de mon père tremblait de colère. Lucas répéta, plus fort, venez la chercher. Puis il continua, la voix dure, ma maison n'est pas un refuge pour la fille d'un homme ruiné. Je vous donne 1 heure. Si elle est encore ici dans 1 heure, ne me reprochez pas ce qui arrivera. Au revoir. Il raccrocha et jeta le téléphone sur la table. Puis il se tourna vers moi avec un sourire triomphant. Je restai là, les larmes coulant sur mon visage, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes d'impuissance. C'étaient des larmes de rage. Il ne m'avait pas seulement insulté, il avait insulté mes parents, ceux que j'aimais le plus au monde. Il avait franchi ma limite. Je m'étais trompé. Rester ici par pure obstination ne servait à rien. Cela ne leur donnait que davantage d'occasions de blesser ceux que j'aimais. Venez récupérer votre fille ingérable. Les mots de Lucas résonnaient dans ma tête, tranchants, me déchirant de l'intérieur. Il avait piétiné la dernière parcelle de fierté qui restait à ma famille et à moi. À cet instant, j'eus l'impression que tout se brisait en moi, la confiance, l'amour, et même ce qui me restait de force pour protéger ce que j'appelais une famille. Tout se dissipa comme de la fumée. Je me tenais au milieu du salon luxueux, sanglotant sans pouvoir m'arrêter. Rage, douleur et une impression d'étouffement m'envahirent. Résister ici me semblait soudain absurde. Je croyais me battre pour la justice, pour le cadeau que mes parents m'avaient fait. Mais non, cela ne faisait que donner à Lucas et à sa mère plus de moyens de blesser ceux que j'aimais. Mon père devait être anéanti en entendant ces mots. Il avait perdu l'œuvre de sa vie, et voilà qu'il subissait des humiliations de la part de son ex-gendre. Je ne voulais pas l'imaginer. Je me sentais inutile. Une fille terrible. Lucas et sa mère restaient là, les bras croisés, avec des expressions de triomphe. Ils attendaient que je craque, que je fasse mes valises et que je parte humilié. « Pourquoi tu n'es pas encore parti ?» dit Lucas avec un sourire moqueur. «
Ou tu attends que ton papa vienne vraiment? Ce ne serait pas si mal. Il pourrait voir de ses propres yeux comment sa précieuse fille se fait chasser. Peut-être qu'il regrettera de ne pas t'avoir mieux éduqué. Chaque mot était une torture. Je n'en pouvais plus. Dans mon désespoir, je ne pensais plus clairement. Par réflexe, je saisis mon smartphone et, les mains tremblantes, j'appelais mon père. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être voulais-je juste entendre sa voix. Peut-être cherchais-je un peu de réconfort. Ou peut-être voulais-je lui demander pardon de lui imposer cette humiliation. Il répondit dès la première sonnerie. Papa. C'est moi. Ma voix se brisa, incapable de former une phrase. J'avais l'impression que le monde entier n'était plus que mes sanglots. Chloé, ne pleure pas, la voix de mon père ne portait ni colère ni confusion, comme je m'y attendais. Au contraire, elle était incroyablement calme, posée, avec une force étrange. Papa, c'est tout. Je me figeai. Toute la douleur en moi sembla s'arrêter une seconde. Papa, ne t'inquiète pas, m'interrompit-il. J'ai tout enregistré. Tout ce que cet homme a dit. Ma fille, tu as beaucoup souffert. Tu t'es très bien comportée. Tu as été très courageuse. Sa voix n'était plus celle d'un homme épuisé et impuissant. Elle était profonde, pleine d'autorité, comme si une puissance longtemps silencieuse venait de se réveiller. Écoute-moi bien maintenant. Ne bouge pas. Reste dans cette maison. Ne franchis pas la porte, quoi qu'il dise ou fasse. Si besoin, verrouille ta chambre. Tu as compris? Oui. Oui, j'ai compris, répondis-je, encore sonné, sans comprendre ce qu'il préparait. Pourquoi était-il si calme? Pourquoi me disait-il de rester? Bien. Reste où tu es. J'arrive dans 30 minutes. Mais... Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras là, demandai-je, inquiète. Ils sont là, tous les deux. Ils sont agressifs. Ils vont t'insulter. Fais confiance à ton père. C'est tout ce qu'il dit. 3 mots, mais il pesait lourd. En un instant, ma confusion laissa place à une confiance absolue. Il raccrocha. Je restai immobile, le téléphone à la main. Mon père arrivait dans 30 minutes. Que comptait-il faire? Comment un homme supposément ruiné pourrait-il faire face à des gens aussi arrogants? Allait-il venir supplier? Non. Sa voix n'était pas celle d'un homme venu implorer. C'était la voix de quelqu'un venu rétablir la justice. Lucas et sa mère, voyant mon expression après l'appel, se moquèrent encore davantage. Quoi? Tu as été te plaindre à ton papa, ricana Lucas. On va voir ce que ce vieux ruiné peut faire quand il arrive. Il va venir s'excuser à genoux pour sa fille. Ce sera un beau spectacle. Ne perds pas ton souffle avec elle, lança Nathalie en allant vers la cuisine, méprisante. Qu'il vienne. Qu'il vienne la récupérer, cette nuisance. Quel soulagement. Je vais me faire un thé en regardant ça. Elle partit tranquillement. Lucas s'affala sur le canapé, croisa les jambes et alluma une chaîne sportive, comme si je n'existais pas. Ils savouraient leurs derniers instants d'arrogance, sans savoir qu'un retournement écrasant allait bientôt balayer leur assurance et leur manœuvre. Je ne dis rien. Je montai silencieusement dans ma chambre et, comme mon père me l'avait demandé, je verrouillai la porte. Je ne fis pas de valise. Je m'approchai de la fenêtre, entr'ouvris légèrement le rideau et regardai la rue en contrebas. J'attendis 30 minutes. 30 minutes décisives qui allaient trancher l'avenir de ma famille et du leur. Je n'avais plus peur. Au contraire, je ressentais une étrange attente, comme si j'allais assister à quelque chose d'extraordinaire. Exactement 30 minutes plus tard, j'entendis au loin un grondement. Le bruit des moteurs se rapprocha, de plus en plus fort, jusqu'à s'arrêter juste devant l'immeuble. Je retins mon souffle et collai mon regard à la fenêtre. Un cortège venait d'apparaître. Ce n'était pas le vieux taxi ou le petit 2 roues que Lucas et sa mère avaient sûrement imaginé. En tête, une Rolls-Royce fantôme noire et brillante, une voiture que je reconnaîtrais entre mille, celle que mon père utilisait pour ses rendez-vous avec ses partenaires les plus importants. Le soleil de fin d'après-midi se reflétait sur sa carrosserie sombre. Derrière, 2 berlines Mercedes classe S noire suivaient, et un grand SUV noir fermait la marche, le type de véhicule utilisé pour la sécurité. Quand le cortège s'arrêta, il occupa une grande partie de la rue, créant une scène impressionnante. En bas,
Lucas et sa mère entendirent aussi le bruit et sortirent sur le balcon, curieux. En voyant la file de voitures, leurs sourires se figèrent. Ils se regardèrent, déconcertés, sans comprendre. Ils pensaient sûrement qu'une personnalité importante s'était trompée d'adresse. La portière de la Rolls-Royce s'ouvrit. Un homme en costume noir et lunettes de soleil descendit. C'était monsieur Jacques Lefebvre, le chef de la sécurité le plus fidèle de mon père. Il contourna la voiture avec professionnalisme pour ouvrir la portière arrière. Et mon père descendit. Il portait un costume Tom Ford parfaitement taillé, et à son poignet brillait la montre Patek Philippe en édition limitée que je lui avais offerte pour son dernier anniversaire. Ses cheveux étaient impeccables, ses chaussures luisantes. Il ne ressemblait en rien à un homme ruiné. Il était imposant, majestueux, comme s'il retrouvait son royaume. Des autres véhicules sortirent maître Stéphane Morel, l'avocat de notre famille, et une équipe d'environ une douzaine d'agents de sécurité, grands, solides, en tenue noire, d'un professionnalisme saisissant. Depuis la fenêtre de ma chambre, je regardais la scène, muette de choc, puis j'éclatais en sanglots. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, d'émotion pure. Papa. Mon père n'était pas ruiné. Tout cela avait été une mise en scène. En bas, Lucas et sa mère étaient encore sur le balcon, figés. La couleur quitta leur visage, de l'arrogance, ils passèrent à la confusion, puis à une panique évidente. Ils n'étaient pas stupides. Ils commençaient à comprendre qu'ils venaient de tomber dans un piège. L'équipe de sécurité se déploya rapidement, sécurisant la zone autour de l'entrée. Mon père et maître Stéphane Morel entrèrent calmement dans l'immeuble par la porte principale que Lucas, dans son arrogance, avait oublié de fermer après m'avoir humilié. Je déverrouillai aussitôt la porte de ma chambre, essuyai mes larmes et dévalai les escaliers. Quand j'arrivai, mon père et maître Morel venaient d'entrer dans le salon. « Papa » criai-je, submergé par la joie et le choc. Mon père se tourna vers moi. Son regard sévère s'adoucit un instant. Il s'approcha, ouvrit les bras et me serra fort contre lui. « Ma fille » dit-il en tapotant mon dos tremblant. « Je suis désolé de t'avoir fait traverser ça. C'est terminé, maintenant. » Cette étreinte, ferme et chaude, emporta d'un seul coup toute l'humiliation et la douleur que j'avais endurée. Je me sentis en sécurité. Lucas et Nathalie descendirent alors l'escalier d'un pas hésitant. Ils s'arrêtèrent en haut, fixant la scène. Leurs visages étaient livides, leurs jambes tremblaient. « Monsieur. Monsieur de la cour » balbutia Lucas, sa voix n'ayant plus rien d'arrogant, pleine de peur. « Comment êtes-vous arrivé ici ? Et votre entreprise ?» Mon père me relâcha et se tourna vers eux. Son expression douce disparut, remplacée par un regard froid et tranchant, comme s'il les traversait. « Mon entreprise » ricana-t-il, avec un rire chargé de sarcasme. « Merci de vous en soucier. Elle se porte très bien. D'ailleurs, nous venons de conclure ce matin un énorme contrat à Dubaï. »« Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ?» hurla Nathalie, incrédule. « Impossible. Vous mentez. Vous êtes ruiné. Vous l'avez dit vous-même. »« Oui, je l'ai dit moi-même » admit mon père calmement. Mais ce n'était pas une mauvaise nouvelle. C'était un test. Un test pour voir la vraie nature des gens. Un test ? Je restais figé. Lucas et Nathalie étaient tout aussi horrifiés. Un test, répéta Nathalie, la voix remplie d'incrédulité, comme si elle refusait encore d'admettre qu'elle avait été dupée. Mon père, comme si elle ne méritait même pas qu'on lui réponde davantage, s'assit tranquillement sur le canapé, exactement à l'endroit où Lucas était assis, quelques minutes plus tôt, les jambes croisées avec arrogance. Mon père me fit signe de m'asseoir à côté de lui. Son calme était celui d'un homme dans son propre palais. Maître Morel ne perdit pas de temps. Il s'avança vers la table basse en verre et ouvrit sa serviette. « Monsieur Bernard, Madame Bernard, dit-il d'une voix polie mais sans chaleur, je pense qu'il est temps que vous connaissiez toute la vérité. » Il sortit un dossier relié bleu sombre et le posa sur la table. Voici l'accord original relatif à ce bien, rédigé le jour du mariage de Monsieur Lucas Bernard et de Mademoiselle Chloé Delacour, il y a 5 ans. En tant que père de la mariée, Monsieur Jean-Pierre Delacour a offert ce pantouse d'une valeur de plusieurs millions d'euros comme bien commun du couple. Oui. Et alors, répliqua Nathalie, le cou tendu, comme si elle reprenait courage dès qu'elle croyait tenir une preuve. Mais Chloé a signé un document,
un acte de cession, donnant toute sa part à mon fils. Cette maison est désormais la propriété exclusive de Lucas. Le tribunal l'a reconnu. Nous avons un document clair. Comment osez-vous essayer de le remettre en cause? Maître Morel sourit, un sourire mêlé de pitié et d'ironie. Madame, ne vous précipitez pas. Cette victoire au tribunal est très probablement temporaire. Auriez-vous l'amabilité de lire attentivement la dernière clause de cet accord original? Article 9, paragraphe 3. Il pointa une ligne imprimée en caractères minuscules tout en bas de la dernière page, un endroit qu'on pouvait facilement manquer si l'on ne lisait pas avec attention. Lucas et Nathalie se penchèrent aussitôt, plissant les yeux. Leurs visages, jusque-là sur deux, passèrent du rouge au blanc, puis à une pâleur bleutée. Maître Morel, sans leur laisser le temps de reprendre leurs esprits, lut à voix haute, claire et nette, comme un juge énonçant une décision. Disposition spéciale 9.3. Le bien concerné est placé dans une fiducie révocable, la fiducie Résidence Bernard de la Cour, au seul bénéfice du couple marié, Lucas Bernard et Chloé de la Cour. Le constituant et seul administrateur de cette fiducie est Jean-Pierre de la Cour. Cette fiducie, ainsi que tous les titres liés au bien, ne restent juridiquement valables que tant que les bénéficiaires, Lucas Bernard et Chloé de la Cour, maintiennent une relation conjugale légalement valide. En cas de fin du mariage, pour quelque raison que ce soit, y compris le divorce ou le décès de l'un des époux, la fiducie est automatiquement dissoute. Toute cession, donation, vente, hypothèque ou toute autre charge portant sur ce bien, effectuée sans le consentement écrit et dûment authentifié du constituant original, Jean-Pierre de la Cour, est réputée nulle et sans effet. Le bien revient automatiquement à l'entière propriété du groupe de la Cour Immobilier. Nul. Et sans effet? Bafouilla Nathalie, la voix brisée. Elle chancela et dut s'agripper au bras de son fils pour ne pas vaciller. Exactement, madame, dit maître Morel, la voix glaciale. Pour le dire simplement, l'acte de cession que monsieur Bernard brandit avec tant de fierté est devenu juridiquement sans valeur au moment même où monsieur Bernard et mademoiselle de la Cour ont été officiellement divorcés. Ce n'est plus qu'un papier. Non, c'est impossible, cria Lucas, perdant complètement son sang-froid. C'est un piège. Vous nous avez monté ça. Qui a déjà vu une clause aussi absurde? Quel droit autorise ça? Maître Morel sourit de nouveau. Monsieur Bernard, je vois que le droit des contrats ne vous est pas familier. C'est une disposition parfaitement légale dans le cadre d'une fiducie révocable. Quand vous avez accepté ce cadeau avec mademoiselle de la Cour, vous en avez accepté les conditions. Vous ne pouvez pas invoquer l'ignorance aujourd'hui. Et, à l'époque, votre propre avocat a examiné cet accord et a confirmé qu'il n'y avait aucune irrégularité juridique. Lucas resta stupéfait. Il se souvenait du jour où il avait signé. Il était tellement euphorique à l'idée de recevoir un cadeau aussi immense de la part de son beau-père qu'il n'avait prêté aucune attention aux petites lignes. Il s'était avancé tout seul dans le piège. Un piège juridique parfaitement calculé. Et la décision du tribunal? Demanda Nathalie, s'accrochant à son dernier espoir. Le tribunal a dit que cette maison appartenait à mon fils. La décision de première instance reposait sur les éléments présentés à ce moment-là, expliqua maître Morel calmement. À ce moment-là, nous n'avons pas présenté cet accord original de fiducie. Pourquoi? Parce que nous voulions voir jusqu'où irait votre petite mise en scène. Maintenant, nous avons des preuves suffisantes de l'intention frauduleuse de monsieur Bernard, en plus de ce document original. Nous allons faire appel, et je vous garantis que la décision de la cour d'appel sera totalement différente. Monsieur Bernard ne perdra pas seulement la maison, il pourrait aussi faire face à des poursuites pour fraude et détournement d'actifs. Lucas et sa mère s'effondrèrent. Ils se regardèrent, puis regardèrent mon père, avec une terreur pure. Ils avaient été piégés. Un piège préparé il y a 5 ans et refermé au moment exact. Ils avaient été trop arrogants. Ils nous avaient sous-estimés. Et maintenant, ils devaient avaler la défaite la plus amère. Quand maître Morel termina, un lourd silence tomba sur le salon. Lucas et Nathalie s'affaissèrent sur le canapé, le regard vide. Plus aucune trace de leur arrogance. Ils avaient perdu, complètement. Mon père, resté silencieux jusqu'ici, se leva enfin. Son regard n'était pas celui d'un vainqueur. On n'y lisait que de la déception et une tristesse profonde. Lucas, commença-t-il d'une voix grave et autoritaire. Je t'ai fait confiance. Je t'ai cru ambitieux, talentueux, et surtout,
je t'ai cru sincère avec ma fille. Je n'ai pas hésité à te confier ce que j'avais de plus précieux, et je vous ai donné une fortune pour bâtir votre vie. J'espérais que vous construiriez une famille heureuse avec Chloé, et qu'un jour tu m'aiderais à diriger cette entreprise. Il secoua la tête, déçu. Après quelques années d'observation, si j'avais estimé que tu avais vraiment mûri, j'avais prévu de te confier une part importante du groupe de la Cour Immobilier, un poste que tu n'avais probablement jamais osé imaginer. Et cette comédie de ruine était mon dernier test pour toi. En entendant cela, non seulement Lucas et Nathalie, mais moi aussi, je restais sans voix. Un dernier test. Mon père me regarda avec des excuses dans les yeux. Chloé, je suis désolé de ne rien t'avoir dit, mais je devais le faire. Je devais savoir si l'homme que tu avais choisi, celui à qui j'étais sur le point de confier l'avenir de ma fille et tout ce que j'ai construit, était réellement digne de confiance. Puis il reporta son regard sur Lucas. Je voulais voir ta vraie nature lorsque ma fille ne serait plus la fille d'un homme riche. Quand sa famille s'effondrerait, quand elle deviendrait un poids. Je voulais voir si, comme tu l'as juré le jour de ton mariage, tu resterais à ses côtés pour traverser l'épreuve. Ou si. Il ne termina pas sa phrase. Mais tout le monde comprit. Je t'ai donné une chance. Sa voix se durcit. Une chance de te montrer digne, comme homme, comme mari. Et tu m'as profondément déçu. Tu as montré ton avidité et ta trahison. Tu as abandonné ta femme au moment où elle souffrait le plus, et tu as même élaboré avec ta mère un plan ignoble pour lui voler ce qui lui restait. Tu ne mérites pas d'être le mari de ma fille. Tu ne mérites pas d'hériter de quoi que ce soit de ma part. Ces mots furent le jugement final, refermant toutes les portes de l'avenir de Lucas. C'est à ce moment-là qu'il comprit ce qu'il avait perdu. Pas seulement un Penthouse, mais une fortune immense, une entreprise considérable, et un avenir brillant. Il avait tout jeté par avidité et courte vue. Il leva les yeux vers mon père et moi, puis s'agenouilla devant mon père. Monsieur. Papa. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, sanglota-t-il, avec des larmes de regret tardif. J'étais aveuglé. L'avidité m'a aveuglé. S'il vous plaît, pardonnez-moi, juste cette fois. Je promets de changer. Je traiterai Chloé comme il faut. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dehors. Nathalie, voyant son fils, s'agenouilla à son tour en catastrophe. Oui, Jean-Pierre. Gémit elle. C'est ma faute. C'est moi qui, par bêtise, ai poussé mon fils. Pensez à ces 5 années où ils ont vécu comme mari et femme. Pardonnez-nous cette fois. Nous sommes vraiment désolés. Ils recommencèrent une scène de larmes, mais cette fois, elle ne produisit aucun effet. Mon père les regarda froidement. Le pardon. Si la personne qui était venue ici aujourd'hui n'avait pas été moi, mais un vieil homme réellement ruiné, est-ce que vous diriez ces mots? Ou est-ce que vous l'auriez humilié et auriez laissé sa fille dehors sans la moindre pitié? Ils restèrent muets. Je vous ai donné une chance, et vous l'avez jetée de vos propres mains. Puis mon père dit à Lucas, il n'y a plus rien à discuter. Lucas resta à genoux sur le sol en marbre froid, mais il ne pleurait plus, il ne suppliait plus. Il releva la tête. Ses yeux ne contenaient plus de remords, seulement le vide désespéré de quelqu'un qui a tout perdu. Il marmonna comme s'il ne tenait plus debout intérieurement. Un test. C'était un test. La ruine était fausse. Il laissa échapper un rire sec, dérangé. Alors c'est ça. Tout était une mise en scène. Une mise en scène pour tester mon cœur. Vous m'avez traité comme un cobaye, et maintenant vous regardez le spectacle, vous me regardez tomber dans votre piège. Nous ne t'avons pas vu comme un cobaye, répondit mon père d'une voix glaciale. Tu t'es transformé en quelqu'un qui court après l'appât, sans voir le piège au-dessus de toi. Nathalie, après un instant de stupeur, reprit ses esprits, mais sa colère devint presque incontrôlable. Elle ne pleurait plus, ne suppliait plus. Elle se redressa d'un bond et pointa un doigt vers le visage de mon père. Son masque d'hypocrisie tomba complètement, ne laissant que l'impudence et la cupidité. Vous êtes vraiment incroyable, Jean-Pierre Delacour, hurla-t-elle. Parce que vous avez de l'argent et du pouvoir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Jouer avec les gens, les tester avec votre fille et votre fortune, vous pensez qu'on est vos jouets. Oui, mon fils a eu tort. Son seul tort, c'est de ne pas être aussi dur que vous. Elle se tourna vers Lucas. Lucas, relève-toi.
Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien fait de mal. Ton seul tort, c'est d'avoir été trop gentil, trop confiant. Tu as vécu 5 ans avec la fille de cet homme, tu l'as traitée comme une princesse. Et maintenant toute sa famille se ligue pour te chasser. Tu vas encore rester à genoux devant eux. Je n'en croyais pas mes oreilles. Même dans cette situation, elle retournait la vérité sans honte, confondant tout. Dans sa bouche, son fils était devenu la victime, et nous, les bourreaux. Madame Bernard, intervint alors Maître Morel. Sa voix resta calme, mais tranchante. Je vous suggère de mesurer vos paroles. Qui a fait quoi et qui a été injuste, vous le savez mieux que quiconque. Et je vous le rappelle, juridiquement, cette maison n'a jamais été la propriété de votre fils. Taisez-vous, cria Nathalie en insultant l'avocat. Vous n'êtes qu'un homme payé par ce vieux monsieur. Les papiers disent que Chloé a donné la maison à mon fils. Le tribunal l'a dit. Vous croyez pouvoir annuler ça comme ça? Elle s'accrochait à la décision de première instance comme quelqu'un qui s'accroche à une planche. Mon père secoua légèrement la tête, déçu, comme s'il ne voulait plus discuter avec une femme qui perdait tout sens. Mais Lucas, lui, semblait stimulé par les paroles de sa mère. Son désespoir se transforma en colère. Il se releva et fixa mon père. Ses yeux n'avaient plus de peur, seulement une défiance folle. « Elle a raison, dit-il. Elle a raison. J'ai raté votre test. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Le tribunal a jugé que cette maison est à moi. Même avec votre clause étrange, la décision tient toujours. Vous voulez faire appel? Ce ne sera pas simple. On se verra en cour d'appel. On verra si votre argent peut battre la logique du noir et blanc. » Il nous menaçait encore. Il croyait qu'avec ce jugement en main, il avait toujours une chance. L'avidité l'aveuglait complètement. Je regardais l'homme que j'avais aimé. Il ne restait en moi qu'amertume. Il n'avait pas le moindre regret. Il avait choisi de se battre jusqu'au bout. Mon père regarda Lucas, puis Nathalie. Il n'était même pas en colère. Il esquissa un sourire froid. « Très bien, si c'est ce que tu veux. » Il se tourna vers Maître Morel. « Maître Morel, je crois que nous n'aurons pas besoin d'attendre l'appel. Montrez-leur le dernier cadeau que j'ai préparé pour eux. » Le dernier cadeau? Moi aussi, j'étais surprise. Maître Morel hocha la tête, rouvrit sa serviette, mais cette fois il n'en sortit pas un dossier, il en sortit une tablette. Il lança une vidéo, la posa sur la table et tourna l'écran vers Lucas et sa mère. À l'écran, on voyait une scène filmée par une caméra cachée installée dans le salon privé d'un restaurant très haut de gamme. Et la personne filmée n'était autre que Lucas. Il parlait à un homme inconnu. La voix de Lucas était parfaitement claire, ne vous inquiétez pas. Si vous gérez le dossier au tribunal comme il faut, si vous obtenez une décision en ma faveur. Dès que j'aurai le pantouse, je le revends immédiatement. On se partage le produit comme prévu, 60 pour moi, 40 pour toi. L'autre homme éclata de rire. Tu es sûr? J'ai entendu dire que ton beau-père n'est pas n'importe qui. Ce vieux-là n'est qu'un homme ruiné maintenant, ricana Lucas. Et sa fille est tellement naïve qu'elle fait tout ce que je lui dis. J'ai tout sous contrôle. Quand la vidéo se termina, le salon retomba dans le silence, mais cette fois c'était un silence glacial. Nathalie fixa son fils, les yeux grands ouverts, incapable d'y croire. Il s'avérait que son fils n'avait pas seulement trompé sa femme, il avait aussi osé manigancer avec un prétendu intervenant judiciaire, en essayant d'acheter la justice avec de l'argent. Et Lucas. Son visage se vida de toutes couleurs. Il fixait la tablette, tremblant de la tête aux pieds. « Comment? Comment vous avez eu ça ?» balbutia-t-il. « Tu croyais que je n'avais pas les mêmes réseaux que toi ?» dit mon père, la voix glaciale. L'homme que tu as rencontré était un piège que j'ai mis en place moi-même. Je voulais juste voir jusqu'où tu irais. Et tu ne m'as pas déçu. Le choc fut si violent que Lucas s'effondra intérieurement. Il avait non seulement échoué, mais son plan le plus sale venait d'être exposé. Il n'y avait plus d'issue. Vos actes, déclara maître Stéphane Morel, d'une voix ferme, comme s'il lisait un acte d'accusation, constituent non seulement une fraude et un détournement d'actifs, mais il existe aussi des éléments montrant une tentative de corruption. Avec cette vidéo et le témoignage de l'homme qui s'est présenté comme un intervenant auprès du tribunal, à votre avis, combien de temps risquez-vous, monsieur Bernard?
Lucas s'effondra au sol, se couvrant le visage de ses mains. Il n'avait même pas le courage de relever la tête. Il n'avait plus aucune force pour résister, la peur de la prison avait entièrement pris le dessus. Nathalie, après ce choc terrible, n'osa plus crier. Elle regarda son fils, puis mon père. Ses yeux étaient remplis de terreur et de désespoir. C'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'ils étaient entrés dans la tanière du lion. Elle chancela, puis tomba à genoux devant mon père. Toute sa fierté et son arrogance avaient disparu, ne laissant que la misère de quelqu'un qui supplie. « Monsieur de la cour, je vous en prie. Je vous en supplie, sanglota-t-elle, la voix brisée. C'est ma faute. C'est moi, dans ma bêtise, qui ai poussé mon fils. Pardonnez-nous, juste cette fois. C'est mon seul fils. S'il va en prison, je ne pourrai pas vivre. S'il vous plaît. Ayez pitié. » Mon père la regarda froidement. « La pitié, Madame Bernard. Quand votre fils a trompé ma fille, vous avez pensé à ce mot? Quand vous et votre fils vous réjouissiez après lui avoir pris ses biens, vous vous êtes dit qu'un jour comme celui-ci arriverait? Et quand votre fils m'a insulté sans retenue, en me traitant d'homme ruiné, vous imaginiez devoir supplier ce même homme ruiné? » Chaque question était comme une lame qui la transperçait. Elle baissa encore la tête, incapable de répondre. « Papa, appelez-je doucement. » Une partie de moi se sentait mal à l'aise. Mon père se tourna vers moi, son regard s'adoucissant. « Chloé, ne faiblis pas. Si tu laisses le problème intact, il reviendra te nuire un jour. Cette fois, il faut l'enrayer à la racine. » Puis il ne regarda plus la mère et le fils. Il fit un signe à Maître Morel. Maître Morel hocha la tête et sortit un autre document de sa serviette. « Monsieur Bernard, Madame Bernard, dit-il. Monsieur de la Cour, après mûre réflexion, a décidé de vous offrir une dernière sortie. » À ces mots, Lucas et sa mère relevèrent la tête, une étincelle d'espoir dans les yeux. « Nous ne déposerons pas de plainte pénale pour la tentative de corruption de Monsieur Bernard. À une condition, ajouta Maître Morel en posant le document sur la table. Vous signerez cette attestation. Son contenu est simple, vous renoncez tous les deux volontairement à tout droit d'appel contre la décision du tribunal, et, en même temps, vous reconnaissez que ce Pantouz est la propriété du groupe de la Cour Immobilier. De plus, vous vous engagez à ne plus jamais apparaître dans la vie de Mademoiselle Chloé de la Cour, ni à la contacter ou à interférer avec elle de quelque façon que ce soit. Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix glaciale, « Si vous acceptez de signer, nous ferons comme si rien ne s'était passé. Si vous refusez, cette vidéo sera transmise immédiatement au procureur de la République. » Ce n'était pas un choix. C'était un ultimatum, signer et perdre la maison en échange de la liberté, ou refuser et risquer la prison. Lucas n'eut pas besoin de réfléchir. Il attrapa précipitamment le stylo et, la main tremblante, signa l'attestation. Nathalie se releva avec peine et signa à son tour, d'une écriture vacillante. Quand ils eurent terminé, Maître Morel rangea soigneusement le document dans sa serviette. « Bien, dit mon père. Maintenant, dernière étape. » Il se leva, alla jusqu'à la porte et fit signe à l'équipe de sécurité qui attendait dehors. « Entrez. » Une douzaine d'agents en tenue noire entrèrent d'un même mouvement et formèrent 2 rangées. Leur présence rendit l'air lourd. « Maître Morel, dit mon père, lisez-leur la suite. » L'avocat acquiesça. À la demande du propriétaire légal de ce Pantouz, Madame Bernard et son fils, Monsieur Lucas Bernard, sont tenus de quitter les lieux dans l'heure. Vous ne pouvez emporter que vos effets personnels essentiels. Tous les biens et le mobilier de cette maison appartiennent au groupe de la Cour Immobilier. Mon père se tourna vers le chef de la sécurité, Monsieur Jacques Lefebvre. Monsieur Lefebvre, que vos hommes les aident à rassembler leurs affaires. Rappelez-vous, uniquement les effets personnels, vêtements, chaussures, ce genre de choses. Le reste ici. S'ils ne sont pas partis dans 1 heure, vous les accompagnerez dehors. Bien compris, monsieur. Et c'est ainsi que commença l'expulsion la plus humiliante. Sous la direction de Monsieur Lefebvre, l'équipe se divisa en 2 groupes. Un groupe escorta Lucas et sa mère à l'étage, tandis que l'autre apportait de grands cartons et commençait à emballer. Ils travaillaient avec une rapidité professionnelle. Les vêtements des placards de Lucas et de Nathalie furent sortis et jetés dans les cartons. Chaussures, sacs, cosmétiques, tout subit le même sort, sans aucun respect, sans la moindre compassion. Nathalie regardait ces objets de luxe, ceux qu'elle chérissait,
être traités comme des déchets. Son visage était gris. Elle tenta d'intervenir, mais 2 agents se placèrent devant elle, le regard froid. « Désolé, madame. » Ordre de monsieur de la cour. Lucas, lui, restait dans un coin, comme figé. Il n'avait plus la force de résister. Cette expulsion se déroula sous mes yeux, et sous ceux des voisins curieux qui entr'ouvraient leurs portes. La rumeur que la maison de monsieur Bernard était mise sens dessus-dessous par des hommes se répandit comme une traînée de poudre. Exactement 1 heure plus tard, toutes les affaires personnelles de Lucas et de sa mère étaient rangées dans quelques cartons. « Monsieur Bernard, Madame Bernard, votre temps est écoulé, dit Maître Morel. Je vous prie de partir. » Portant quelques cartons, Lucas et sa mère sortirent misérablement. En passant devant moi, Lucas s'arrêta une seconde, releva les yeux et me lança un dernier regard. Dans ses yeux, il y avait du regret, de la douleur, et une légère lueur de rancœur. Moi, sans un mot, je détournai la tête, froide. Ils franchirent les grandes portes sous les murmures et les regards des voisins. La lourde grille de fer se referma lentement derrière eux, mettant fin au chapitre le plus sombre de ma vie. Après leur départ forcé, le vaste Penthouse devint étrangement silencieux. Mais ce n'était pas la paix. C'était un vide froid. Le parfum coûteux de Nathalie, la télévision bruyante de Lucas. Tout avait disparu. Dans le salon, au milieu des traces de leur départ précipité, il ne restait plus que mon père et moi. Mon père s'approcha et posa une main sur mon épaule. « C'est fini maintenant, ma chérie. » Je hochai la tête, mais je n'arrivais pas à arrêter mes larmes. Je ne pleurais pas par pitié pour eux, mais pour moi. Je pleurais 5 années de jeunesse gâchée, une confiance piétinée. J'avais tort, n'est-ce pas, papa? Sanglotai-je. J'ai été si stupide de croire en lui. Mon père me prit dans ses bras. Non, tu n'avais pas tort. Tu étais simplement trop bonne. La faute n'est pas en toi, mais dans le cœur impénétrable des gens. Arrête de pleurer. Ce sera une leçon coûteuse. Sois forte, ma fille. Cette nuit-là, je me retournais sans cesse dans mon lit, incapable de dormir. L'image de Lucas, son regard désespéré au moment où il a été forcé de partir, me hantait. Je ne ressentais pas de satisfaction, seulement une vague tristesse. S'il n'avait pas été si avide. S'il avait su apprécier ce qu'il avait. Peut-être n'en serions-nous pas arrivés à cette fin tragique. Les jours suivants, je restais seul dans le Penthouse. Mon père, après avoir tout réglé, dut repartir à Dubaï pour son travail. Il dit que j'avais besoin d'un endroit calme pour réfléchir et guérir. La nouvelle de l'expulsion de la famille Bernard se répandit vite. Voisins, amis, tout le monde en parlait. La vérité sur la fausse ruine de mon père et l'arnaque de Lucas fut aussi peu à peu connue. Les gens ne me voyaient plus comme une épouse pauvre abandonnée par son mari. Au contraire, ils me regardaient avec respect et une pointe d'admiration. Quelques jours plus tard, je reçus un appel d'une vieille amie qui travaillait dans la même entreprise que Lucas. « Chloé, tu as entendu la nouvelle ?» Sa voix débordait d'excitation. « Ton ex-mari Lucas a été licencié. » J'étais un peu surprise. Selon elle, après le scandale, sa réputation était détruite. Aucune entreprise ne confierait un poste important à quelqu'un qui avait tenté d'escroquer ses propres beaux-parents. Son entreprise, sous la pression de l'opinion, et probablement avec un petit coup de pouce grâce aux relations de mon père, avait décidé de s'en séparer rapidement. Et ce n'est pas tout, continua mon ami. J'ai entendu dire que sa mère, après le choc d'avoir été expulsée, a été hospitalisée et a ensuite déménagé à la campagne. Ils disent qu'elle est vraiment mal en point. C'est le retour des choses. J'écoutais, sans rien ressentir. C'était le prix de leur avidité et de leur méchanceté. Je pensais que notre histoire s'arrêterait là, que chacun suivrait son chemin et que nous ne nous reverrions jamais. Mais je me trompais. Environ une semaine plus tard, tard dans la nuit, alors que je m'apprêtais à me coucher, la sonnette retentit. Je regardai l'écran de l'interphone, et mon cœur s'arrêta. C'était Lucas. Il se tenait sous la lumière jaune et faible de l'entrée. Il avait l'air vraiment misérable. Son costume impeccable avait été remplacé par une chemise froissée. Ses cheveux, toujours si soignés, étaient en désordre. Son visage était creusé, sa barbe mal rasée, et ses yeux étaient rouges et gonflés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il n'était plus le cadre arrogant et sûr de lui. Il n'était plus qu'un homme brisé, un nobody.
Je ne voulais pas ouvrir, mais en le voyant si pitoyable, le dernier reste de compassion en moi remua. J'ouvris légèrement la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici » demandai-je froidement. Il ne répondit pas. Il me regarda, puis s'agenouilla brusquement. « Chloé. Je suis désolé, pleura-t-il. C'était le sanglot déchirant d'un homme qui avait tout perdu. J'ai eu tort, Chloé. J'ai eu tellement tort. L'avidité m'a aveuglé. J'ai été ignoble. Je n'ai aucun droit de te demander de me pardonner. Je voulais juste te voir une dernière fois pour te dire que je suis désolé. » Il resta à genoux, la tête contre le sol, ses épaules larges secouées de sanglots. Je le regardais. Mon cœur était un tourbillon. Je le haïssais pour ce qu'il m'avait fait, à moi et à ma famille. Mais en le voyant ainsi, je ne pouvais pas empêcher une étincelle de pitié. Après tout, c'était l'homme que j'avais aimé. « Relève-toi, dis-je, ma voix s'adoucissant un peu. C'est terminé. » Non. Il secoua la tête. « Ce n'est pas terminé tant que tu ne me dis pas que tu me pardonnes. Chloé, je sais que c'est impossible, mais... Tu ne pourrais pas me donner une chance ? Une chance de recommencer ? Je promets de changer. Je trouverai un autre travail. Je travaillerai dur et je te rendrai tout. Est-ce qu'on peut recommencer ? Recommencer ? J'étais sidéré. Comment pouvait-il dire ça après tout ce qui s'était passé ? Je souris amèrement. Recommencer, Lucas. Tu crois que tout peut redevenir comme avant ? On peut recoller un miroir brisé. Ma confiance. Tu l'as réduite en miettes toi-même. Je le regardai droit dans les yeux. Lucas, tu sais quoi ? Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas que tu m'aies dépouillé de la maison. C'est que tu aies humilié mon père. Quand mon père était au plus bas, tu as piétiné sa fierté. Ça, je ne l'oublierai jamais. Il baissa la tête, incapable de répondre. Oui, tu as eu tort, continuai-je clairement. Mais ta plus grande erreur, ce n'était pas l'avidité. C'était ton incapacité à être reconnaissant. Tu avais tout, une femme qui t'aimait, des beaux-parents qui te soutenaient sans condition, et un avenir brillant. Et tu as tout jeté. Tu as abandonné une mine d'or pour un morceau de charbon. Ça, c'était ta plus grande stupidité. Mes mots s'enfoncèrent dans sa fierté. Il cessa de pleurer, resta là, hébété. Pars, dis-je, épuisé. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ne viens plus me chercher. Vis ta vie. Et je refermai la porte. Je ne me retournai pas une seule fois. Je m'appuyai contre la porte et me remis à pleurer. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de colère. C'étaient les dernières larmes pour dire adieu à un amour, pour fermer un chapitre triste de ma vie. Le prix de la trahison n'était pas seulement une perte matérielle. C'était un effondrement moral, une conscience coupable, et une solitude qui le poursuivrait toute sa vie. Lucas avait payé trop cher. Et moi aussi, j'avais appris une leçon que je n'oublierai jamais. Après cette dernière rencontre, Lucas ne réapparut jamais devant moi. J'appris qu'il avait quitté la ville et était retourné dans son coin d'origine avec sa mère. Plus d'entreprises, plus de maisons, un avenir sombre. Lui et sa mère durent tout recommencer, vivant sous le regard critique et les murmures des proches et des voisins. C'était une fin amère, mais totalement méritée pour ce qu'ils avaient fait. Quant à moi, après un choc pareil, je ne me suis pas précipité dans une nouvelle relation. Je pris du temps pour guérir mes blessures. Le vaste Penthouse, qui avait porté à la fois le bonheur et la tragédie, devint mon espace calme pour me reconstruire. Je vendis la moitié des meubles chers mais froids, et je remplis l'espace de plantes vertes et d'œuvres d'art. J'en fis un vrai foyer, mon espace. Mon père, après avoir donné une leçon à mon ex-beau-fils, ne me poussa plus à rejoindre l'entreprise familiale. Ma chérie, me dit-il, tu as traversé assez de tempêtes. Maintenant, fais ce que tu aimes vraiment. Papa sera toujours là pour te soutenir. Je revins alors à ma passion, l'architecture. Mais cette fois, je ne travaillais pas pour un grand groupe. Je créai mon petit studio de design, spécialisé dans des projets à impact social, construire des logements pour les plus modestes, concevoir des écoles pour des enfants en milieu rural, créer des bâtiments écologiques. Je voulais utiliser mon talent non pas seulement pour bâtir des structures impersonnelles, mais pour créer quelque chose d'utile à la société.
Le travail intense et les déplacements vers de nouveaux endroits m'aidèrent peu à peu à oublier le passé. Je rencontrai beaucoup de gens, je découvris d'autres vies. Je compris que, aussi grande que fut ma douleur, elle restait petite face à d'autres malheurs dans le monde. Cela me rendit plus forte, et plus compatissante. Quelques années plus tard, quand mon studio était un peu établi, je tombai par hasard sur Thomas, un ami de l'université. Il était aussi architecte, et nous partagions les mêmes idéaux. Nous parlâmes longtemps de travail et de vie. Avec lui, je trouvai une écoute et une compréhension que je n'avais jamais eue avec Lucas. L'amour frappa de nouveau à ma porte, doucement, naturellement, sans calcul. Quand je décidai de me remarier, mon père me demanda « Tu es sûr, cette fois ?» Je souris et hochai la tête. « Oui, papa. Je suis sûr. Il n'est pas riche comme Lucas, et il n'a pas un avenir garanti, mais il a un cœur sincère, et pour moi, c'est désormais plus précieux que tout. » Mon second mariage ne fut pas luxueux. Nous n'invitâmes que la famille et nos amis les plus proches, pour une petite réunion chaleureuse. Au lieu d'une robe hors de prix, je portais une robe que j'avais dessinée moi-même. Elle était simple, mais elle contenait tout mon amour et mon espoir d'un bonheur normal, paisible. Mon histoire s'acheva ainsi, un chemin du sommet du bonheur à l'abîme de la trahison, puis le retour vers moi-même, debout, en paix. Elle m'enseigna une leçon inoubliable sur la confiance et les valeurs humaines. L'amour est beau, mais on ne doit jamais aimer aveuglément. Se sacrifier pour celui qu'on aime, c'est bien, mais on ne doit jamais sacrifier sa fierté et sa dignité. Et surtout, ne jamais juger quelqu'un uniquement à ses mots doux ou à son apparence éclatante. Il faut regarder ses actes, surtout la manière dont il se comporte quand vous traversez vos pires moments. Ce n'est qu'après la tempête qu'on sait quel arbre est solide et quelle branche est pourrie, prête à casser. Le vrai bonheur n'est pas une fortune immense ni un avenir garanti. Parfois, le bonheur, c'est la paix intérieure, être fidèle à soi-même, et rester aux côtés de quelqu'un qui vous estime même quand vous n'avez plus rien.